Nous sommes tous mortels et certains d'entre nous meurent subitement. En milieu extra-hospitalier, les personnes qui meurent subitement sont réanimées de façon systématique, ce qui les force à connaître une fin de vie plutôt tourmentée. Qu'en est-il de leur droit de mourir dans la dignité? Dans cette vidéo, nous prenons quelques minutes pour y penser sérieusement. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. Dans cette 12e et dernière vidéo de la série, nous nous penchons sur la RCP, la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité. La loi québécoise concernant les soins de fin de vie, qui est entrée en vigueur en décembre 2015, envisage la prestation des soins de fin de vie dans la reconnaissance et le respect des droits et libertés de la personne. Elle détermine, entre autres, que la personne en fin de vie doit, en tout temps, être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité. Le terme ou concept fin de vie n'a pas été défini dans la loi, mais dans la littérature scientifique, je vous laisse quelques références dans la description, on en parle abondamment et on y décrit différentes trajectoires de fin de vie. Je vous les mentionne très brièvement. Premièrement, la maladie terminale, où il y a une progression constante, plus ou moins rapide, vers une phase terminale. Deuxièmement, la défaillance organique, où l'on observe un déclin graduel, ponctué par des épisodes de détérioration et de rémission partielle. Troisièmement, la fragilité, où il y a une perte progressive et lente des capacités physiques et cognitives. Et quatrièmement, la mort subite, qui survient généralement sans être précédée d'un déclin évident. C'est sur cette dernière trajectoire que j'attire votre attention, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que la mort subite, l'arrêt cardiaque soudain et inattendu, qui peut survenir dans toutes sortes de circonstances, est une trajectoire de fin de vie. Pas une pathologie d'urgence vitale, ni un problème de santé publique. Il faut reconnaître que les personnes qui meurent subitement sont des personnes en fin de vie. Elles ont le droit de mourir subitement, de leur belle mort, si tel est leur désir, plutôt que d'être soumises à des manœuvres agressives de réanimation. Comme tout le monde, elles ont le droit de mourir dans la dignité. Selon l'article 5 de la loi concernant les soins de fin de vie, toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou retirer son consentement à un tel soin. Malheureusement, les personnes qui meurent subitement à l'extérieur de l'hôpital se voient brimées dans ce droit fondamental à cause de l'application systématique des protocoles de réanimation. On veut sauver des vies avec la RCP, mais la réalité, c'est que la grande majorité des personnes soumises à une réanimation extra-hospitalière ne survivent pas aux mesures qu'on leur impose. Toutes ces personnes qu'on essaie de réanimer et qui meurent après 20, 30, 40 minutes ou plus d'efforts infructueux, est-ce qu'on a essayé de leur sauver la vie ou est-ce qu'on ne les a pas plutôt empêchés de mourir dans la dignité? Et toutes ces personnes dont on réussit à faire repartir le cœur et qui meurent quelques jours plus tard dans l'unité des soins intensifs, est-ce qu'on a tout fait
pour essayer de leur sauver la vie? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt profané leur mort avec notre technologie? Est-ce qu'on ne les a pas, elles aussi, empêchées de mourir dans la dignité? Et pour ce qui est des personnes qui survivent et qui sortent de l'hôpital avec des séquelles neurologiques importantes, est-ce qu'on leur a sauvé la vie? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt porté atteinte à leur vie? Toutes ces personnes, si elles avaient su ce qui risquait de leur arriver en étant réanimées, auraient-elles donné leur consentement à une telle procédure? Permettez-moi d'en douter. Mon fils Eduardo, lui, aurait aimé être né à une époque où la RCP n'existait pas. Il disait que de cette façon, on ne l'aurait pas réanimé quand il est mort subitement et il aurait pu s'en aller au ciel. Au lieu de ça, il a passé 17 ans emprisonné dans son propre corps à lutter sans relâche pour retrouver une vie qui avait du sens pour lui. Et puis un jour, n'en pouvant plus de souffrir, il a choisi d'aller reprendre sa mort. Son parcours extraordinaire nous invite à regarder la réalité en face et à réfléchir sur les lourdes conséquences de la réanimation cardio-pulmonaire. J'ose espérer que vous allez cliquer sur les liens qui sont dans la description et vous laisser interpeller par le témoignage de vie d'Eduardo. Parce que tout le monde a le droit de vivre dans la dignité et de mourir dans la dignité. La mort subite est une trajectoire de fin de vie pas comme les autres. C'est vrai, puisqu'il s'agit d'une mort imprévisible qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Mais cela ne devrait pas être un obstacle à l'autodétermination des personnes qui meurent subitement. Il faut parler ouvertement de la mort subite pour en donner une vision réaliste et surtout ne pas alimenter les fausses croyances au sujet de la RCP qui ne sauve des vies que dans des conditions particulières et qui empêche une multitude de personnes de mourir dans la dignité. En plus d'une information complète et non biaisée, qui expose les choses telles qu'elles sont, les gens ont besoin, comme je l'ai déjà dit, d'un mécanisme efficace qui leur permette de refuser la RCP en situation pré-hospitalière. Le problème, c'est qu'un tel mécanisme n'existe pas dans notre système de santé ici au Québec. Selon les protocoles d'intervention clinique à l'intention des techniciens ambulanciers paramédics, les TAP, plus précisément le protocole MEDLEG 3, l'ordonnance médicale écrite de non-réanimation est le seul document que les TAP sont autorisés à utiliser. En théorie, ils se doivent de le respecter. Cependant, l'ordonnance de non-réanimation peut être contestée par un proche de la victime et les TAP sont alors tenus de procéder aux manœuvres de réanimation. Comme la plupart des morts subites se produisent à l'extérieur de l'hôpital, beaucoup de personnes sont à risque de subir les conséquences d'une réanimation non désirée. Il est grand temps que des efforts sérieux soient faits pour garantir le respect des volontés de ceux et celles qui préfèrent mourir à l'abri de la technologie médicale. Sinon par la reconnaissance du bracelet médical ne pas réanimer, alors par l'établissement d'un registre spécial intégré à la chaîne d'intervention préhospitalière. Être réanimé ou non n'est pas un choix de société, ni une question de protocoles médicaux. C'est une décision qui revient de droit à chaque personne. Alors voilà, c'est ici que se termine cette série de petites capsules d'informations sur la RCP. J'ai travaillé énormément pour la produire et je vais maintenant m'accorder un répit bien mérité. Je ne vous dis pas à bientôt, car je ne sais pas quand je serai de retour,
Mais oui, je vous dis surtout, prenez bien soin de vous.